Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je voulais vous présenter au travers de celle-ci la prochaine mini extension qui sortira au courant octobre, donc qui suit la vague de Daredevil, peur de rien, à savoir Shadowland. Du coup c'est parti, donc là c'est un texte, donc ok, papa, Fantasy Flight est fier de vous annoncer le scénario Shadowland. Donc ce deck extra large, ce paquet extra large de 90 cartes, designé par l'ancien designer Michael Boggs, vous met en scène dans trois nouveaux scénarios afin de challenger vos héros. Vous allez en gros affronter l'organisation connue sous le nom de la main avec leurs légions de ninjas, les acolytes et les héros possédés. Vous allez naviguer dans des couloirs mortels, dans les couloirs d'un mortel de Shadowland, en même temps que vous allez chasser leur leader et affronter le leader, à savoir le démon Kralak, dans un dangereux spectacle dans un dangereux combat en gros qui va lentement vous corrompre avec le temps. Ah, comme toujours, chacun de ces scénarios peut être joué en stand-alone. Cependant, pour la première fois depuis le pack Mojomania, vous pouvez aussi inclure ces scénarios euh, comme une mini-campagne de 3 scénarios. Ok. Du coup, le premier scénario, donc les ombres dans la nuit, euh, vous ferez affronter la main en même temps que vous assiégez leur forteresse, la Shadowland elle-même. Vous allez devoir percer leurs défenses. Vous allez devoir percer les défenses de l'un des protégés de Kralak pour gagner, et ça ne va pas être facile pour vous. Ok. Donc cette bataille prend place dans 2 zones, référées comme étant des positions dans le scénario lui-même, donc Atop the Tenchu and the Streets Below. Ok, donc ça dit... Bon, on verra après, parce que là, pour le moment... Ces positions sont représentées par une paire de cartes double face, une pour le méchant et une pour le héros. La version du méchant a le même effet, peu importe votre position, vous donnant une attaque bonus donnant une attaque bonus à tous les personnages quand le méchant et le héros sont positionnés, sont en gros sont au même endroit, et ça nous inflige des pénalités aux joueurs, et ça inflige des pénalités aux joueurs si c'est différent. Ok. Du coup, ça c'est le vilain, le méchant, donc ça change rien, ça aussi. Donc en gros, ça dit quoi? Si, si les deux positions, donc méchant et héros, est la même, chaque personnage gagne plus en attaque. Si les positions sont différentes, alors si on est au Tenchu, réduisez de 1 le nombre de le nombre de dégâts que chaque personnage prend de 1, donc on a une réduction de dégâts de 1, et la menace ne peut pas être retirée de la manigance principale. Ok. Et donc l'autre de Street Below, donc le même effet, plus 1 si c'est la même position, sinon réduit. Oh bah c'est le même effet en fait. Ok, donc ça change pas. Par contre, si on est en héros, alors action de premier joueur, résolvez l'un des effets en dessous et ensuite vous tournez la carte. Donc soit on inflige 3 dégâts à notre identité, on dépense 2 énergies, ou on défausse un allié ou une amélioration que l'on contrôle. Ok, donc si par exemple le méchant il est au Street Below et que nous on est là et qu'on veut changer, et ben on va être obligé de réaliser une de ces 3 actions. Ok. Et ensuite ici, résolvez l'un des 3 effets ci-dessous et ensuite vous tournez la carte. Placez 3 menaces sur la manigance principale et sonnez votre identité. Putain, c'est chaud ça. 2 physiques ou dépensez une ressource de n'importe quel type et inclinez un personnage à rien que vous contrôlez. Ok, donc en fait, pour changer de position, on aura forcément des pénalités. Ok, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est original en tout cas. Hop là, la version du héros fournit un moyen aux joueurs de changer de position, donc c'est ce qu'on vient de voir. Gérer votre position par rapport au méchant est crucial pour gérer ce scénario de manière efficace. Et vous pouvez parier que vos ennemis ne vont pas juste vous laisser sur place. Des sbires comme la Tarentule Noire et des traîtrises comme le KOS Kitchen peuvent faire changer la position du méchant sur le pouce, alors que des cartes comme position stratégique et silhouette sous la lune, j'imagine éclairée par la lune, a des effets qui varient en fonction de là où se situe le méchant. Ok. Donc Black Tarantula, 2-2-5, garde.
Une fois révélée, changez la position du méchant si elle n'a pas changé durant cette phase. Ok. Si la position du méchant et le Tenchu Black Tarantula vous attaque, donc en gros c'est comme s'il avait, il nous attaque quoi. Donc même si on est sous forme d'alter ego en vrai, j'imagine. Sinon, donnez au méchant un Black Tarantula à une carte tenace. Ah, ça peut être compliqué à gérer ça. Ensuite, donc KO Hell Kitchen. Une fois révélé, changez la position du méchant s'il n'a pas été changé durant cette phase. S'il est sur le temple, en gros, on place 2 menaces sur la manigance principale, sinon on subit 2 dégâts. Le boost, c'est le même effet. Position stratégique, donc c'est une manigance annexe, et en fonction de là où il est, soit c'est une accélération, soit c'est une aléa. Et enfin, Moonlit Silhouette, si on est sous forme d'alter ego, on change la position du méchant si elle n'avait pas été changée durant la phase, et ensuite on est désorienté. Et si, donc ça c'est si on est sous forme d'alter ego, si on est sous forme de héros, si le méchant est au niveau du temple, le méchant manigance, sinon le méchant vous attaque. Ok. Ah ouais, donc il va falloir beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de choses à gérer, mais en vrai ça peut être pas mal. Hop là, cela crée un jeu du chat et de la souris, et vous devez décider quand vous allez les chasser ou quand vous retenir pour avoir une meilleure opportunité pour vous présenter au méchant en gros. Et en fonction du méchant que vous allez affronter, ce sera une autre couche de challenge à rajouter. Ok? C'est-à-dire quoi ça? Oui, vous avez bien lu, comme on l'a impliqué, comme on l'a sous-entendu tout à l'heure, et pareil que les scénarios de Peur de rien, euh, le scénario Shadow of the Night ne contient pas un set de méchants. Par contre, vous allez pouvoir affronter un des 6 méchants possibles. Donc Archpriestess, un Daredevil possédé, une Electra possédée, Gorgon, Lady Bullseye et une White Tiger possédée. Chacun de ces darks protégés a leur façon unique de se battre, et ils viennent chacun avec un paquet de cartes liées qui vont être seulement mélangées si vous avez choisi le vilain associé. Ok, donc on va aller voir ça. Donc elle, face A, 15 points de vie. Après qu'elle vous a attaqué, donc sachant qu'elle a 1, donnez à un sbire une carte d'état de tenace. Si aucune carte d'état de tenace n'a été placée de cette manière, on défausse les 3 cartes du dessus du deck, et on distribue un sbire défaussé de cette manière en tant que carte de boost face cachée. Ok, donc elle, en fait, elle va faire venir plein de sbires. Ensuite, Daredevil possédé. Donc après que vous ou un allié attaquez Daredevil, on choisit soit de défausser une carte prise au hasard dans notre main, ou Daredevil nous attaque. Ok. Putain, c'est dur ça. Mais par contre, est-ce que si... Il faudrait que je regarde les règles, mais est-ce que si on a défaussé si on n'a plus de cartes dans nos mains et qu'on attaque, je crois pas qu'on puisse faire la première option, donc on sera obligé de faire la deuxième. Mais bon, ça veut dire qu'il va nous attaquer quand même 2 fois durant le tour, au moins. Ouh, c'est dur ça. C'est bien, mais c'est dur. Electra possédé. Un contre, 2 d'attaque, 15 points de vie. D'ailleurs, j'avais pas vu, il avait combien de points de 15 vie. J'ai l'impression qu'ils ont tous 15 points de vie. Ouais. Alors, interruption forcée. Quand Electra vous attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si, si la carte ainsi défaussée a un coût, si le coût de la carte défaussée est un chiffre impair, Electra gagne +1 d'attaque. Sinon, l'attaque gagne déferlement et perçant. Ah ouais. Donc soit elle a +1 d'attaque si c'est 1, 3, 5, ou soit c'est déferlement et perçant si c'est 0, 2, 4. Ah, ça par contre, ça... Putain, l'idée est vraiment bien. Mais par contre, c'est bien, le chum block là, putain, il va être aléatoire de ouf. Mais c'est bien, franchement, en vrai, c'est bien. Gorgon, 1 de compte, 2 d'attaque. Quand il vous attaque, soit vous dépensez une ressource physique, ou sonnez votre identité, ou vous infligez 2 dégâts indirects. Bon, ça, je crois qu'il y a des méchants qui font déjà cet effet-là. Lady Bullseye, 2 de contre, 1 d'attaque. Après qu'elle vous ait attaqué, donc réponse forcée. Si cette attaque est non défendue, on subit 1 dégât indirect, sinon on place une menace sur la manigance principale. Ok, bon ça va en réalité.
Et White Tiger possédé, 1 de manigance, 0 d'attaque. Réponse forcée, après que White Tiger vous a attaqué, elle vous attaque avec plus 1 d'attaque. Elle attaque 2 fois d'affilée. Limité à 1 fois par tour par joueur. Ok. Donc en gros, elle peut attaquer à 0 plus une icône de 2, donc ça va faire 2. Et ensuite, elle va nous rattaquer à 1 plus... Ouais, en gros, ça fait... ouais, j'ai eu peur, mais en gros, la première attaque, ça va juste déterminer son attaque de base ici. Mais c'est marrant aussi. Par contre, si c'est des icônes de boost, ça peut nous foutre dans la merde en réalité. Ok. Donc ça, c'est bon. Par exemple, si le méchant Electra, Lady Bullseye ou White Tiger, eh ben, elles peuvent utiliser l'art de tuer pour mettre une cible sur votre dos. Alors que si le méchant est Archpriestess, Daredevil ou Gorgon, vous avez vu mon accent anglais de merde, euh, ils peuvent défendre avec la bénédiction de Kralak. Ok, donc, ah d'accord. Donc ça veut dire que les cartes liées, en fait, il y aura des petits... il y aura les mots liés, et en fonction du méchant qu'on joue, on aura du coup les cartes. Donc l'art de tuer, attachez cette carte à votre identité, interruption forcée, quand un ennemi vous attaque, quand un ennemi vous attaque, il attaque avec plus 1 pour cette attaque, et si cette attaque a vaincu un personnage, on place une menace sur la manigance principale. Action d'alter ego, dépensez une ressource de chaque pour défausser cette carte. Ah, donc du coup, ça booste l'attaque de tout le monde, et on sera obligé de passer sous forme d'alter ego. Ah, c'est une carte qui est dangereuse, ça. Ensuite, donc la bénédiction de Kralak, donc Archpriestess, Daredevil ou Gorgon. Donc interruption forcée, quand le méchant attaché doit subir n'importe quelle quantité de dégâts d'un personnage, on réduit le nombre de 3, et le méchant attaché attaque votre personnage, et ensuite on défausse la carte. Oh putain, ça veut dire qu'avec Daredevil, il va nous attaquer 2 fois. Parce que Daredevil, si on regarde, après qu'on l'ait attaqué, soit on défausse une carte au hasard, ou Daredevil nous attaque. Donc en gros, si on l'attaque avec ça, eh ben, il va nous attaquer 2 fois d'affilée. Oh, c'est dur ça. Putain, la vache, c'est dur. De la même manière, si le protégé est un membre de la main, eh ben, leur Darkness Within peut vous forcer à changer, peut vous forcer à sortir de votre zone d'alter ego, si j'ai bien traduit, alors qu'un héros possédé qui est justement embrassé par les ténèbres peut faire accélérer les plans en gros du méchant. Donc lié, ouais, donc en fait on aura des cartes liées soit s'ils font partie de la main, soit s'ils sont possédés. Ok, ouais, c'est pas mal ça rajoute beaucoup de variabilité. Du coup, une fois révélé, passer sous forme de héros, et le méchant vous attaque. Ouais, donc c'est bien ce qu'on disait. Et ensuite, ici, le méchant manigance. Si 2 manigances ou moins étaient placées sur la manigance principale de cette manière, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Ok. Donc ça veut dire que le méchant manigance, mais s'il est désorienté, si 2 menaces ou moins a été placé, donc en gros, s'il est désorienté, il n'y a pas de manigance, mais on réalise quand même l'effet après, donc on sera obligé de défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Ok, ça c'est pas mal aussi comme effet, je trouve. En play, donc ça peut accélérer, ok. Bien évidemment, les protégés ne sont pas les seuls sbires de la main qui vous barreront le passage. L'organisation a aussi toute une armée de ninjas représentée par le Ninja Swarm, donc en gros des ninjas, des invocations de ninjas quoi, qui vont arriver tout le temps. On trouvera 7 ninjas différents dans ce set, et ils ont tous des compétences différentes. Non, et ils ont tous des compétences lorsqu'ils travaillent ensemble. La plupart des sbires, comme le Bow Staff Ninja et le Katana Ninja, viennent équipés avec le mot-clé collaboration, leur permettant ainsi en gros d'attaquer le héros quand il entre en jeu. Donc ok, 1, 1, 2, bon ça va. Tenace,
Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu défausse les 2 cartes du dessus du deck rencontre et révèle le premier sbire qui a le mot collaboration défaussé de cette manière. Et donc lui, en fait, il va invoquer un autre sbire si possible. Sachant qu'en plus, vu que s'il y a un sbire qui entre et qu'il a le mot collaboration, et bah du coup, il va nous attaquer et lui, ensuite, il va être défaussé. Putain, ça c'est dur. Putain, franchement, c'est la plus jolie scénario, plus il a l'air vraiment pas mal, hein. Katana Ninja, donc garde et collaboration. Et une fois vaincu, le joueur... Ouais, c'est le même effet? Ouais, c'est le même effet. Donc en gros, à chaque fois qu'un ninja sera vaincu, il va essayer d'en invoquer un autre, ce qui fait qu'il y aura collaboration, et ensuite il quittera la partie. Ça marche. Là, j'aime beaucoup l'effet. Euh, et grâce à leur, grâce à leur une fois vaincu, grâce à leur capacité une fois vaincu, plus de ninjas peuvent se frayer un passage pour pour remplacer ceux qui ont été mis KO. Ok. Des cartes comme le Black Mountain et la Manigance Annex Dancing Shadows can make getting rid of this ninja that much harder, peuvent vous permettre de vous débarrasser des ninjas qui sont plus compliqués. Et avec Countless Numbers, ils retournent dans le deck rencontre et ils font que de revenir. Ok. Donc c'est-à-dire que celle-ci, elle va faire revenir des ninjas qui sont dans la défausse. Par contre, les deux autres, j'ai peut-être mal traduit. Ça dit quoi? Black Mountain 2-2-5, garde. Tant que Black Mountain est engagé avec vous, chaque autre sbire ninja ne peut pas être attaqué. Ok, donc il va d'abord falloir vaincre lui. Oh, c'est dur ça. Chaque ninja gagne plus un point de vie. La menace ne peut pas être retirée de cette manigance s'il y a au moins un sbire ninja en jeu. Ok. En sachant qu'après ils avaient que 2. En réalité ça va. Et ensuite le dernier c'était Countless Number, donc péril. Non, Search c'est renfort, pardon. Mélanger chaque ninja de la pile de défausse dans le deck rencontre. Oh, putain, c'est dur ça aussi, parce que si on s'est débarrassé de plein de ninjas qui débarquent. Après, c'est thématique, hein, mais c'est dur, hein. Non, franchement, c'est très drôle. Après avoir vaincu les Dark Protégés à l'extérieur de Shadowlands, ça va être. Il va être temps, en gros, de rentrer dans le labyrinthe de la forteresse. Au début du second scénario, Shadow Labyrinthe, le méchant n'est pas une personne, mais plutôt des couloirs interchangeables, en gros des couloirs qui changent de place. That make up donc les couloirs qui font la majeure partie de Shadowland. Donc du coup c'est... Oula. Donc le couloir 0-0, robuste, interruption forcée, quand le couloir est censé s'activer. Ok. Attendez, parce que là je viens de voir... Voilà, c'est ici. Quand quand le couloir est censé s'activer contre vous, à la place, on retire un jeton passage d'ici et on révèle la carte du dessus du deck piège. Si le dernier jeton passage est retiré d'ici, les joueurs perdent la partie. Ok, donc ça va être un compte à rebours. Les couloirs n'attaquent pas ou ne manigancent pas. À la place, ils retirent des jetons passage à chaque fois qu'ils devraient s'activer. Et aussi révèlent une carte piège qu'on verra dans un peu de temps. Ces jetons passage servent à la fois de limite de temps pour la première partie de scénario, dans lequel les héros doivent s'aventurer dans le labyrinthe et trouver un moyen de rentrer au cœur de Shadowland. Donc ça, c'est la manigance principale. Ok. Placer 10 jetons passage ou 7 en expert. Ouais, donc du coup, on aura 7, au maximum, on aura 7 tours pour essayer de faire ce qu'on a à faire. Interruption forcée. Quand les couloirs devraient subir n'importe quelle quantité de dégâts, on retire autant de menaces ici à la place. Ok. Quand la dernière menace a été retirée, on avance au stade de A. Ok, donc on a 7 tours maximum pour faire 25 dégâts. Au moins. Parce que est-ce qu'il y a des cartes qui vont retirer des jetons assez rapidement? Enfin 7 parce que je joue en expert. Sinon c'est 10 en standard. Donc votre objectif est de retirer toute la menace de la manigance principale avant que tous les jetons passage soient retirés des couloirs. Faites ça et vous pourrez rentrer dans la chambre des secrets où vous allez affronter un autre Dark protégé. Ok.
Donc du coup, une fois révélé en expert, le méchant s'active contre chaque joueur. Réponse forcée, après que vous ou un allié que vous contrôlez contre cette manigance, on révèle la carte du dessus du deck piège. Ok, qu'est-ce que c'est que ce deck piège? Dans les deux phases du scénario, vous devez gérer le deck piège. Donc c'est un deck spécial rempli de pièges qui, qui vont vous donner des choix difficiles et dangereux une fois que vous les révélez. Chaque carte piège, avec une exception, a trois en gros conséquences possibles que vous pouvez choisir. Avoid, éviter, désarmer ou tomber. En gros, se faire avoir par le piège. Et ça a des différents effets en fonction de ce que vous avez choisi. Par exemple, Blinding Powder peut être évité si vous défaussez un événement contre ou peut être désarmé si vous défaussez 2 cartes de votre main et vous gagnez une carte d'état de tenace en bonus. Par contre, si vous ne pouvez faire aucun des deux, ou si vous ne voulez pas, ok, ce sera donc un choix, vous serez forcé de déclencher le piège, prenant ainsi 2 dégâts et désorientant votre identité. Ok. Donc en gros, soit on évite le piège, du coup on défausse une carte tenace, une carte contre de notre main, soit on désarme, on défausse 2 cartes de notre main et ensuite on donne à un personnage qu'on contrôle une carte tenace, ou sinon on déclenche le piège, on tombe dedans, on inflige 2 dégâts à notre identité et on est désorienté. Oh, c'est trop bien ça, c'est trop fun. Dans la même veine, Caltrops, ok, moi je vais regarder tout de suite, hein. Alors, si on évite, on défausse une carte défense de notre main. Si on désarme, on défausse une carte spécifique à notre identité dans notre main, depuis notre main, et on inflige 2 dégâts à un ennemi. Et si on tombe dedans, on s'inflige 2 dégâts et on est sonné. Ah ouais, ça a l'air trop bien ça en fait. Hop là, donc ça c'est bon. Évidemment, il y a plus que des pièges dans ce set modulaire. En dehors du deck piège, des membres de la main comme Iron Monk euh, Stop You vous empêchent d'éviter les pièges et Nervous Jitters les rend. Et Nervous Jitters can make them riskier to avoid. Ok. Et du coup, Nervous Jitter vous rend la tâche plus difficile pour les désarmer ou les éviter. Donc Iron Monk, 2-1, patrouille tenace. Tant que le moine est engagé avec vous, on ne peut pas choisir l'effet éviter du piège. Ok, donc ça veut dire que si on engage avec lui, eh ben, on ne pourra pas faire la première option. Nervous Jitters, donc un attachement. Quand vous choisissez éviter l'effet éviter ou l'effet désarmer d'un piège, nommez une carte rencontre et défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si la carte ainsi défaussée n'est pas du même type que vous avez nommé, on prend 4 dégâts indirects et on défausse cet attachement. Ah ouais, bon, après ça pour le faucon, ça peut être, c'est un truc qui sert à rien. Et par contre, ça peut être dangereux parce que 4 dégâts indirects, ça fait mal. Le Hall de Punishment, donc comme son nom l'indique, va vous punir si vous prenez la voie facile quand vous déclenchez un piège, alors que le chemin des 1000 coupures fait tout pour make doing everything, voilà, vous empêche en gros de désarmer, j'imagine, si je traduis bien. Donc là, quand vous choisissez l'effet déclenché d'une carte piège, on défausse les 3 cartes du dessus de notre deck. Ok. Et ici, quand vous choisissez l'effet éviter, eh ben, on prend 2 dégâts indirects. Ok. Donc ça, il faudra s'en débarrasser. Ah, pardon. Ouais, donc ça rend plus difficile de désarmer, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Ah oui, ou trip aussi. Ah, dans tous les cas, ok. Ah non, qui rend tout difficile excepté désarmer, une tâche plus difficile. Ok, j'avais mal traduit, pardon. En parlant de Deadly, il y a plus de contenu dans ce labyrinthe. Donc, par exemple, Lord Deathstrike peut ajouter une carte additionnelle dans le deck piège et son mot-clé patrouille vous empêche de contrer la manigance principale. Donc, si Shifting Corridors est en jeu, on mélange les 2 cartes du dessus du deck rencontre
dans le deck piège, sinon on révèle la carte du dessus du deck piège. Ah ouais, donc du coup, vu qu'à chaque fois, avec le corridor, si je dis pas de conneries, on révèle une carte piège, et ben en fait, ça va rajouter des cartes rencontres dans le deck piège comme manigancé, etc. Oh putain, c'est dur ça, il va falloir s'en débarrasser rapidement, lui. Ta ta ta. Gna, 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 donc, Hazard builds into the fortress itself are zero. Ok, donc en gros, le temple va vous harceler tout le temps, comme les changements soudains, euh, comme sudden shift ou dead ends. Ok, donc ça fait quoi? Une fois révélé, mélanger la défausse du deck, mélanger la défausse, je fais le trap discard. Mélanger la défausse du deck piège et les 3 cartes du dessus du deck rencontre dans le deck piège, on révèle la carte du dessus du deck piège. Ah ouais, putain. Donc il y aura beaucoup de, il faudra beaucoup mélanger, mais par contre c'est original parce que ça veut dire que les cartes du dessus du deck rencontre auront des chances à aller dans le deck piège. Et l'autre dead end, donc assaut, si Shifting Corridors est en jeu, on retire un jeton passage dessus, sinon on place une menace ici. Ah ouais, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des moyens de retirer des jetons. Ok, et on peut même se retrouver dans une situation périlleuse avec pas le temps de penser et vos amis ne seront pas capables de vous aider à vous en sortir. Donc péril, donc ouais, ok. Une fois révélé, le méchant s'active contre nous. Ok, donc ça va faire perdre encore un autre jeton. Putain la vache. Bah, vraiment original ce scénario, franchement il a l'air vraiment cool. Et enfin, le dernier scénario, finally, après avoir infiltré Shadowland et vous êtes battu pour vous retrouver dans son noyau, en gros, bah, vous allez vous retrouver face à face avec le leader de la main lui-même, Kralak, qui ressemble à Mojo d'ailleurs. Enfin, physiquement, là, entre le gros ventre et le sourire là. Donc, un dangereux démon et maître de la magie noire. Il n'a aucun scrupule à battre, en gros, à battre de manière assez lâche, quoi. En gros, des coups bas. Directement, il inflige au héros une Creeping Corruption, vous tentant, tempting you, vous tentant avec de la magie noire, en gros. Donc, Kralak, il dit quoi? Donc, il a solide. Putain, 3 d'attaque, hein. Quand Kralak vous attaque, on peut placer un jeton corruption sur Creeping Corruption. Si vous le faites, Kralak gagne moins 3 d'attaque. Ah oui, ok, donc on peut réduire. Et du coup, le Creeping Corruption, c'est quoi? C'est ça. Permanent, mise en place, un max par joueur. S'il y a au moins 5 jetons corruption ici, on les retire tous et on tourne la carte. Ok. Action, incliner cette carte pour placer un jeton corruption pour piocher une carte. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir éviter qu'on rajoute des jetons ici, mais par contre, si on rajoute un jeton de nous-mêmes, en gros, on se laisse tenter par la magie noire et on pioche une carte. Par contre, c'est à double tranchant. Ok. Give into the temptation, find yourself. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et par contre, give into the temptation, donc soit si on réduit de 3 tout le temps son attaque, on va se dire que c'est plus facile d'affronter le leader. Mais par contre, si on plonge trop dans les ténèbres, et ben, en gros, on va être submergé par la magie noire et on devient nous-mêmes un dark protégé. Ok. Donc permanent, s'il y a au moins 5 jetons, on est vaincu. Ah oui, ok, donc faut faire gaffe. Et là, action de héros, on place incliner cette carte et placer un jeton corruption pour piocher 2 cartes, on en défausse une. Ah ouais, donc du coup, dans tous les cas, on ne pourra pas ajouter 10 jetons, ce sera pas possible. Parce que si on rajoute 10 jetons, on est mort. Évidemment, Kralak lui-même ne va pas simplement s'asseoir et attendre que les ténèbres vous consument. En gros, il veut vous impliquer à fond dans la corruption, donc son kit entier se résout autour de la manière de vous offrir des opportunités de gagner de la corruption. Le filou. Son attaque frappe fort, mais vous pouvez gagner un peu de corruption pour réduire sa frappe. Oui, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, etc., etc. The Veil of Nightmares euh, prend beaucoup de contre pour s'en débarrasser.
mais vous pouvez accepter un peu de corruption pour retirer une grosse partie de la menace à la fois. Ok, donc c'est une manigance annexe. Action de héros, placez un jeton corruption de votre Creeping Corruption pour retirer 5 menaces de cette manigance. Ah ouais, donc du coup là il nous tente vraiment. Est-ce qu'il y a des moyens de retirer des jetons? Parce que s'il n'y a pas, ça risque d'être très compliqué. Pendant ce temps-là, les vieux serpents, en gros, vont vous, vont vous demander de choisir entre la corruption ou les affronter, ce qui les rend plus forts. Donc s'il y a au moins un jeton corruption sur vous, les vieux gagnent garde et patrouille. Ok. Et si, une fois révélé, vous pouvez placer un jeton de corruption sur votre Creeping Corruption. Si vous ne le faites pas, on place un jeton de corruption ici. Ah non, en fait, c'est si on n'accepte pas le jeton corruption, on leur donne à eux, mais du coup, ils gagnent garde et patrouille. Ah ouais, putain, c'est dur ça. Ok, donc ensuite, euh, le pouvoir de Kralak est overwhelming. En gros, c'est... comment on pourrait le traduire? Je sais ce que ça veut dire, mais en gros, on va être surchargé de choses, on ne pourra pas tout gérer. Et occasionnellement, donner à votre Creeping Corruption un moyen d'être inévitable. Ok. Donc du coup, de temps en temps, on sera obligé de prendre des jetons. Heureusement, il y a quelques moyens de retirer de la corruption. Ah bah ouais, heureusement. Permettant aussi à votre héros de résister contre les tentations maléfiques. Ok, Mark of the Wicked and Pool of Power fournissent tous les deux des boosts significatifs à votre héros et à votre attaque, à votre compte respectivement. Mais si vous arrivez à résister en gros à la tentation, on peut retirer un jeton contre. Donc ça dit quoi? On peut attacher cette carte à notre identité, donc la Mark of the Wicked. Si on ne le fait pas, donc si on rejette cet attachement, on subit 4 dégâts, on sonne notre identité, on retire un jeton corruption de notre amélioration et on défausse cette carte. Ok. Et ça dit quoi après? Après que le méchant ait réalisé une attaque de base, on place un jeton corruption. Ah ok. Donc soit en gros, on prend notre boost de 2, à chaque fois qu'on attaque, on a un jeton corruption, ou soit on n'en veut pas, on subit plein d'effets, mais on peut retirer un jeton. Putain, ça c'est trop bien ça. Parce qu'en gros, en fin de partie, si t'en as un peu rien à foutre, tu tapes fort, fort, fort. Et l'autre, c'est la même chose avec la manigance, il disait. Donc on subit 4 dégâts, sauf qu'elle en désoriente, mais c'est la même chose. Et après qu'on les contrer. Ah ouais, non, franchement, c'est drôle. Mais par contre, si on l'accepte, on peut plus le retirer. Donc du coup, il faut faire attention. Et ok. Le sbire Elbride peut vous récompenser pour restreindre l'action de héros, ou vous pouvez choisir de le vaincre pour vous soigner de manière significative en échange de quelques corruptions. Ok. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu place 2 jetons corruption sur son amélioration et se soigne de 6 dégâts. Ah ouais, ok. Et si Elbride a 2 ou moins, a 2 HP ou moins, en gros 2 points de vie au moins, on peut incliner notre héros pour défausser Elbride et on retire un jeton. Ok. Donc soit on veut le vaincre pour récupérer 2 jetons corruption et se soigner de 6 dégâts, ou soit on lui laisse juste 1 ou 2 PV et ensuite on incline notre héros pour le défausser et retirer un jeton corruption. C'est bien en fait, il y a quand même pas mal d'actions pour retirer quoi. Enfin, si vous choisissez la dernière option de submit, en gros soumettre ou souffrer, vous pouvez retirer un jeton corruption et maintenir votre liberté. Juste accrochez-vous pour une des plus grosses attaques de Kralak. Ça dit choisissez soit vous placez un jeton corruption sur votre amélioration, ou soit on en retire un et Kralak vous attaque. Ok. Bah, en vrai, ça c'est pas trop. Parce que si on retire un jeton corruption, il nous attaque. En fait, soit on rajoute un jeton, donc imaginons on en a déjà un, donc soit on rajoute un jeton, on se retrouve avec 2, soit on retire un jeton, on n'en a plus, il nous attaque à 3, mais on récupère un jeton, donc il nous attaque à 0. Ouais, ok.
Celle-là, à la limite, étrange, je trouve. J'ai peut-être mal compris quelque chose, mais je pense pas. Ok. Donc c'était la dernière carte. Ça marche. Et sinon, boost, soit on sonne notre identité, soit on prend un jeton. Ok, donc entre la magie sombre, la magie noire de Kralak, qui vont corrompre le héros et son armée de ninjas, bah, du coup, les défendeurs de Hell Kitchen vont avoir du pain sur la planche. Look forward not taking. Donc j'espère que vous avez hâte, en gros, de joindre les forces et affronter la main, etc., etc., etc. Ok, donc c'est un scénario qui a l'air sacrément original quand même. Le premier, le fait de changer de forme, et en plus on a un méchant parmi les 6. Le deuxième, là, surtout le deck piège, là, je suis très très curieux. En fait, le dernier, j'ai l'impression qu'il est un peu plus classique en réalité. C'est juste, il va falloir résister à la tentation, mais même ça, en vrai, c'est original. Franchement, cette vague-là, la vague de cette année, là, des Defenders, franchement, je la trouve incroyable. Pour moi, c'est clairement la meilleure vague, quoi. Franchement, c'est costaud. Et en plus de ça, si on veut, si vraiment on veut, on peut très bien choisir un de ces 6 méchants et les ajouter au scénario de Peur de rien. Donc ça, même ça, en fait, le fait de pouvoir changer, enfin, ça offre quand même énormément de variabilité. On pourrait très bien mettre, par exemple, Daredevil qui va faire l'évasion du raft, quoi. Ça pourrait être très drôle d'ailleurs. Ok, donc bah voilà pour cette vidéo sur la présentation de Shadowland. Bah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment vraiment hâte, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Surtout là, le corridor là, ça doit être vraiment très très drôle. Bah donc à voir. Bah dites-moi vous ce que vous avez pensé si vous avez vu cette preview. Donc moi je la trouve en tout cas de ce que je peux en voir, je la trouve vraiment fun. Donc après à voir, parce que entre ce que l'on peut voir et quand on l'a en main, c'est deux choses différentes. Donc bah voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc de cette preview. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.